Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonjour, bonjour, bonjour. Les vraies voix de l'été, ensoleillées ou pluvieuses, caniculaires ou tempérées, quoi qu'il se passe, nous maintenons le cap à vos côtés pour évoquer l'actualité sans langue de bois. Notre devise, je la rappelle, sérieux et souriant. Vous réagissez à propos de cette actualité via le standard de Sud Radio, 0826 300 300. Je regarde Césac, visiblement. Ah oui, alors vous voyez, ça fonctionne bien, vous allez être bien reçus. Ici, c'est du parlons vrai. Et comme c'est du parlons vrai, nous choisissons à chaque fois les meilleures vraies voix possibles. La preuve, elles sont là. Les vraies voix Sud Radio. Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Bonsoir Abel. Bonsoir Frédéric. Alors dois-je, parce que ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube verront que vous êtes cravaté. Ce n'est qu'un petit détail, voyons. Oui, mais c'est important. Est-ce que c'était pour nous rendre honneur? Oui, mais bien sûr, vous savez à quel point je vous apprécie et j'apprécie la radio. Mais bien, écoutez, nous vous apprécions. Tout comme nous apprécions Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement Les Républicains à Paris dans le 12e et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Chère Corinne. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes comment? Mercredi aujourd'hui? Oui, c'est ça. Je vous aime bien le mercredi parce que bon, vous êtes quand même spécialiste de la journée des enfants, mais là tout est rebattu puisque c'est les vacances, il n'y a pas de jour d'enfants, c'est tous les jours. Non, quoi. c'est tous les jours les enfants. Voilà. Bon, très bien. Et puis Mr. Jeremy Stubbs. Good evening. Ah, c'est tellement beau l'accent anglais. J'essaye depuis l'école. Je rappelle que vous êtes évidemment spécialiste du Royaume-Uni, mais aussi directeur adjoint de la rédaction de Causeur. Ça va aux États-Unis. On va parler aujourd'hui des États-Unis. Vous gardez de bons contacts, les Britanniques et les Américains, hein? Bien sûr, quel que soit le président ou la présidente. Et alors voilà, ça c'est une marque de diplomatie très habile. Et vous allez voir, chers auditeurs de Sud Radio, il prépare un peu le débat, Jérémy Stubbs, en répondant comme ça. Puisque voici le programme de cette émission. Nous commencerons avec le premier débat. La mosquée des Bleus est située dans les quartiers nord de Marseille et sous le coup d'une procédure de fermeture administrative. Une menace qui fait suite aux propos de son imam, déjà dans le viseur des autorités depuis des années. Il est soupçonné de tenir des propos qui légitiment la violence. L'État intervient une nouvelle fois pour réguler l'activité des lieux de culte au vu de nombreuses dérives et malgré le principe de la séparation de l'État laïque et les cultes. Aussi, nous vous posons la question, c'est le sujet à 17h30 du grand débat. L'État doit-il gérer les lieux de culte? Vous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio. Et puis, le jour où le président sortant, Joe Biden, a adoubé sa vice-présidente pour la course à la Maison-Blanche, la campagne s'est bel et bien métamorphosée. Depuis, Kamala Harris semble vampiriser tous les regards au détriment de son adversaire, un tant grandissime favori, Donald Trump. L'opportunité de retrouver pour la première fois de l'histoire, et oui, une femme à la tête de la première puissance mondiale se présente. D'où la question de notre coup de projecteur à 18h40. Hashtag Kamala Harris sur vos comptes X Sud Radio. Une femme à la tête des États-Unis, c'est pour vous. Alors, 1. Nécessaire, 2. Réconfortant, 3. Symbolique, 4. Sans intérêt. Vous donnez dès maintenant votre avis donc sur le compte X de Sud Radio et vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer au débat. Justement, c'est ce qu'a fait notre premier auditeur, Hakim de Vaujours. Coucou les vraies voix, c'est Hakim de Vaujours. Bon, écoutez, moi, ce que je voulais vous dire, c'est juste que, vous savez, Emmanuel Macron ne va pas nommer de Premier ministre maintenant. Peut-être que c'est l'élection présidentielle qui fera le jeu de qui a gagné, qui a perdu, qui a quoi que ce soit. En tout cas, ce que je constate, moi, c'est que vraiment, la France est dans un drôle d'état. Les Français sont dans un drôle d'état. Le pays est divisé. Les gens s'aiment pas ici. Et je vous assure que très franchement, quand on regarde la France avec un peu de recul, mais c'est bien triste. Putain, mais merde, aimez-vous, quoi. Aimez-vous, vos voisins sont sympas et vous êtes sympas vous aussi, quoi. Qu'il est chouette ce message, qu'il est chouette. Tout de suite, Jérémy Stubbs, franco-britannique, enfin britannique surtout. C'est vrai qu'on a tendance à s'auto-critiquer, les Français. Oui, bien sûr, quand ça vous arrange.
Qu'est-ce que c'est drôle, ça. Non, quand ça nous arrange, mais on se congratule, on s'aime entre nous ou pas? Comment vous voyez les choses? Oui, on sait que d'après César, depuis les Gaulois, les gens qui habitent ici, dans cette partie du monde, ont l'habitude de se taper les uns sur les autres et de se critiquer. Et on n'a qu'à mentionner l'État ou le nom du président, quelle que soit l'époque, et on aura un torrent de critiques. Ouais. Et il est vrai que, surtout, les Français ont tendance à s'attendre à ce que l'État fasse beaucoup de choses, pour beaucoup plus que dans d'autres pays. Et donc l'État est la cible principale des critiques. Mais si un étranger comme moi veut critiquer l'État français, ça ne va pas. Ah oui, ça marche pas. Un Français a le droit de critiquer son État. Je sens bien que vous faites attention quand même. Merci Jérémy pour ce portrait vu de outre-Manche finalement. Corinne, c'est vrai, vous en êtes aussi un exemple. Bon, vous aimez bien sur vos adversaires politiques, vous êtes politique aussi. Vous. Quand ça va pas, il faut le dire. Je crois qu'il n'y a pas d'hypocrisie à avoir. Mais quand ça va, est-ce que vous le dites, Corinne? Oui, quand ça va. C'était vous qui étiez visé. Je plaisante, hein, Corinne. Non, mais quand ça va, je le dis également. Moi, j'ai pas l'impression de vivre dans une adversité. En revanche, j'ai de plus en plus l'impression qu'on est dans un pays qui personnalise tout et qui ne s'attaque plus aux idées, mais aux personnes. Et ça, je trouve ça très dangereux. Et c'est ce qui me dérange le plus dans cette espèce de débat politique qui, au fond, n'existe plus. D'abord, parce qu'on a aboli, on a voulu supprimer la gauche et la droite, et quand il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de débat. Quand on ne peut pas confronter les idées, on ne peut pas débattre. Et je pense que ça, c'est une vraie difficulté à laquelle on va devoir faire face assez rapidement. Bon, et alors... Évidemment, Abel Boilly, je vous ai présenté, cher Abel, comme je le fais à chaque fois, c'est-à-dire président de cette association Tous Uniques, Tous Unis. C'est vous qui avez la réponse à la question. Quelle pression. Alors, ce qu'il est intéressant de noter dans la société française, ce n'est pas inhérent qu'à la France, mais on va rester focalisé sur nous. Et c'est intéressant à analyser même anthropologiquement. On voit qu'au quotidien, effectivement, il y a beaucoup d'isolement, il y a beaucoup d'égoïsme, sans compter la société du nivellement par le bas dans laquelle nous sommes tous en train de plonger. Mais on voit qu'il faut toujours un événement exceptionnel pour qu'on se retrouve. Faut une Coupe du Monde, faut des Jeux Olympiques. Et on parle toujours de parenthèses enchantées comme si c'était quelque chose qui était inatteignable au quotidien. Mais alors que sur le terrain, beaucoup de gens ont envie de retrouver cette solidarité, ont envie de retrouver ce bien-être, ont même envie de retrouver cette excellence. Parce que c'est un mot qui finit par faire peur. Donc c'est quelque chose auquel nous devons tous travailler, ne pas forcément attendre que ça vienne des politiques. Parce que même quand on parle de nivellement par le bas, on voit l'incarnation politique, on voit l'incarnation des penseurs, on voit dans tous les niveaux. J'ai l'habitude de dire souvent que en 50 ans, dans la pensée, on est passé de Jean-Paul Sartre à Nabila, par exemple, donc pour parfaitement, sans vouloir envoyer de tacles gratuits. Et c'est vrai que faut que le sursaut parte de chacun de nous au quotidien. Bon, alors je cherchais d'autres événements parce que c'est vrai que le sport, qui est une passion qu'on a en commun, cher Abel, mais bon, par exemple, il y a aussi des événements comme le décès de Johnny Hallyday qui a eu tendance aussi à regrouper. Voilà, regrouper, oui. Est-ce que c'est le terme? C'est un regroupement c'est un regroupement sur une passion commune. C'est pas un regroupement d'une société entière. Il y a ceux qui n'aiment pas le sport, il y a ceux qui connaissent pas ou peu Johnny, mais il y a d'autres choses. Il y a une solidarité au quotidien qui s'organise. Quand vous allez faire les courses de votre voisine parce qu'elle est âgée, que vous prenez de ses nouvelles pour savoir si elle manque pas d'eau en pleine canicule, c'est aussi une forme de solidarité quotidienne. Vous qui êtes déjà prête pour le quiz de l'été tout à l'heure, il y a une très belle chanson d'Enzo Enzo qui dit juste quelqu'un de bien, je tiens la porte à la vieille dame, etc. C'est une très très belle chanson. Alors, nous repartons au 0826 300 300. Merci encore à Hakim. Hein. Quel beau message. Vous savez, ça a inspiré tout de suite nos trois vraies voix. Emmanuel de Suresnes va être ce soir notre auditeur fil rouge. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Frédéric, comment ça va? Ah bah très bien, vous avez entendu parce que sur le premier message de l'auditeur, bon c'était plutôt euphorisant et les vraies voix ont enchaîné. Alors vous, est-ce que vous allez déclencher leur foudre? On vous écoute parce que vous commencez par votre coup de gueule. Oui,
j'ai mon coup de gueule, mais je voudrais dire un petit mot à Jérémy Stubbs là, à propos des Gaulois. Oui. Voilà. Je suis actuellement en vacances dans l'Auxois. L'Auxois, il y a le mont Auxois, c'est Alésia. Je rappelle à Jérémy Stubbs que Vercingétorix envoie sa cavalerie qui va chercher une armée de secours. Il y a 4 semaines plus tard, il y a 250 000 Gaulois qui arrivent. Certains, des osismes qui sont venus du Finistère, d'autres qui sont venus du Sud-Ouest. Il y en a eu de partout. Donc on a quand même, alors on s'engueule, on se parle fort, ça fait partie du jeu, mais théoriquement, on est assez intelligent pour faire primer la nation sur le reste. Alors c'est là que survient mon coup de gueule. Alors attendez, Emmanuel, 2 secondes, parce que c'est génial. Encore une fois, on était dans l'euphorie. Vous nous y maintenez. Bon, donc dans l'Auxois, on est d'accord, en Bourgogne, hein, bien sûr. Alors réponse de Jérémy, évidemment. Je remercie Emmanuel pour ses connaissances historiques, mais je rappelle que Vercingétorix, c'est une parenthèse enchantée. Bon, tous les deux, vous nous emmenez sur des sommets de l'histoire. Bravo à tous les deux. Alors, votre coup de gueule, cher Emmanuel. Alors, mon coup de gueule, il est suivant, et en fait, ça se raccroche un peu à ce que je viens de dire. Je trouve complètement ridicule le spectacle de Lucie Castet qui s'autoproclame la future Premier ministre. Elle joue à être Kamala Harris number 2. Je pense qu'elle a à peu près les mêmes compétences, c'est tout dire. Et elle est aussi passionnante. Elle a toujours pas répondu à une interview, donc on sait pas non plus, pas plus que Kamala, ce qu'elle vaut. Mais si, elle a accordé des interviews. Elle a accordé des interviews, hein, quand même. Mais elle avait ses notes, hein, quand même. Non, Corinne. Oui, mais continuez, Emmanuel, continuez. Allez. Bon, mais alors, en fait, ce que je voudrais dire simplement, c'est que il aurait été bien, étant donné la situation d'un Parlement qui est éclaté, avec une chambre introuvable, il aurait été un petit peu pertinent de la part des parlementaires de pas jouer à faire le front républicain à l'intérieur du Parlement, de pas interdire de place dans les commissions ou dans les bureaux les gens du Rassemblement national, et là jouer fair play, de manière à avoir quelques petites chances qu'on puisse se mettre d'accord sur un gouvernement avec des majorités même fluctuantes, mais quelque chose. Or là, d'emblée, on s'est mis dans une situation totalement conflictuelle avec une espèce de personne venue d'ailleurs qui débarque en disant c'est moi, je vais être Premier ministre. Tout ça n'a ni queue ni tête. Voilà, merci, message reçu, Emmanuel. On vous retrouve tout à l'heure pour le grand débat à 17h30 et puis bien sûr pour le grand quiz. On a pris nos repères avec vous. Vous êtes ici chez vous, Emmanuel. Dans un instant, nous parlerons des 3 mots de l'actualité avec Antoine Mazère. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'été, ce soir, un trio que désormais vous connaissez bien. Abel Boilly, Corinne Tapiro, Jérémy Stubbs sont avec nous. Bien sûr, c'est le moment de retrouver les 3 mots de l'actualité avec Antoine Mazère. Bonsoir Antoine. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Alors, les 3 mots ce soir, Angoulême, vaccination et rugby, mais une grosse partie va être consacrée à Angoulême, bien sûr, Antoine. Oui, l'actualité aujourd'hui, c'est cette attaque à la mairie d'Angoulême en Charente. C'était vers midi. Aujourd'hui, un homme de 46 ans muni d'un bidon d'essence a pénétré dans la mairie en se dirigeant vers le bureau des assistants des élus au premier étage de l'hôtel de ville en forçant le passage. L'homme a ensuite aspergé de l'essence et il a tenté d'y mettre le feu. Heureusement, sans blesser de personne. C'est alors que des policiers municipaux présents sur place ont été alertés par des cris notamment de 2 assistantes municipales et sont arrivés dans la salle. Ils ont ensuite fait usage de leurs armes pour neutraliser l'assaillant blessé par balle. Il a ensuite pris la direction du centre hospitalier d'Angoulême. Pour en parler ce soir, on est avec le préfet de la Charente, Jérôme Arnois, qui est en direct avec nous depuis Angoulême. Bonsoir monsieur le préfet. Bonsoir. Bonsoir monsieur le préfet, bienvenue. Journée très mouvementée du côté de Angoulême aujourd'hui. Juste pour information, quelle est la situation aujourd'hui sur place? Est-ce que le périmètre de sécurité a enfin été levé? En tout cas, le déminage a pu faire des levées de doute sur le véhicule que l'intéressé avait laissé devant la mairie et donc il n'y a rien de suspect qui a été découvert par les services de déminage et la police judiciaire a pu ensuite faire tout ce travail de police judiciaire et de recueillir d'éventuels éléments qui seront utiles à la suite de l'enquête sous la direction de la procureure d'Angoulême. Donc le périmètre de sécurité est effectivement réduit au moment où je vous parle.
parle. Racontez-nous comment le suspect, aux alentours de midi tout à l'heure en Charente, à Angoulême, a-t-il réussi à pénétrer dans la mairie et arriver au premier étage de l'hôtel de ville et à tenter de mettre le feu? Comment c'est possible? Alors, apparemment, d'après les premiers éléments que je peux avoir, l'intéressé a pu pénétrer au premier étage. Il a dû profiter d'un moment où le ménage se faisait sur la mairie pour s'engouffrer au premier étage et aller vers le bureau des élus. Là où, comme vous l'avez parfaitement raconté, il a déversé de l'essence avec un bidon d'essence qu'il avait et à ce moment-là, les assistantes qui étaient présentes dans son bureau ont pu donner l'alerte en criant et c'est grâce à cette alerte que la police municipale est intervenue à neutraliser l'individu. Le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, et vous-même tout à l'heure avez rendu hommage notamment aux policiers municipaux qui ont réagi avec une extrême vitesse et un sang-froid. On peut dire que le pire a été évité aujourd'hui ? Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, à la fois le sang-froid de ces deux assistantes et l'intervention rapide des policiers municipaux ont évité qu'il y ait d'autres victimes, parce que je pense qu'il y a des victimes qui sont en état de choc psychologique. On n'a pas eu de blessés et on peut s'en réjouir parce qu'il y a effectivement une intervention rapide. Et ensuite, les forces de l'ordre ont très rapidement, dans les minutes qu'on suivi, sécurisé toute la zone autour de la mairie d'Angoulême. Et puis les sapeurs-pompiers sont intervenus très vite aussi pour éteindre cet incendie qui démarrait et ont pu préserver la mairie d'Angoulême, qui est un joyau patrimonial, quoi. D'après nos confrères de la Charente-Libre, alors bien sûr il va y avoir une enquête maintenant qui affirme que sur le capot du véhicule de l'assaillant, il y aurait notamment des inscriptions en arabe qui seraient été visibles. Il s'agirait de la prière des morts. Est-ce que vous confirmez la présence de ces inscriptions sur la voiture de l'assaillant ? Oui, je vous le confirme, il y a effectivement ces inscriptions sur la voiture de l'assaillant et l'enquête judiciaire, encore une fois, permettra sans doute de connaître, et on l'espère, les motivations de l'individu. Mais on ne peut pas déduire de ce seul élément-là un scénario ou un autre. Quel était son profil ? Un homme de 46 ans, connu des services de police ? Absolument pas, un homme de 46 ans de nationalité française, absolument pas connu des services de police et des services spécialisés, comme on dit, donc aucun antécédent judiciaire et bien évidemment aucun antécédent ou aucune connaissance des services dits spécialisés. Donc pas du tout connu des services de police. Ni d'antécédents psychiatriques ? Pas à ma connaissance. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'avoir été en direct avec nous sur Sud Radio pour revenir sur cette histoire qui a touché la mairie d'Angoulême. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur le préfet, pour cette intervention. Allez, tout de suite, on enchaîne avec les deux autres mots dans vos trois mots de l'actu. Vaccination. Et oui, le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, a annoncé hier soir que 232 sites de vaccination sont d'ores et déjà ouverts pour faire face notamment à l'épidémie de variole du singe dit Mpox qui touche très massivement certaines régions d'Afrique actuellement. On rappelle qu'à ce jour, 0 cas de contamination de la forme la plus mortelle et virulente n'a pas été détectée en France. Gabriel Attal a aussi promis 100 000 doses de vaccins aux pays les plus touchés. Ces doses seront distribuées via l'Union européenne aux régions où le virus circule fortement. Ces dons vont renforcer de près de 50% l'effort européen actuel, a précisé le Premier ministre. Ça part bizarrement, les vraies voix, la couverture de cette nouvelle épidémie, Mpox. On a même certains confrères de la presse, Jeremy Stubbs, qui disent, j'ai vu ça, un nouveau Covid. Enfin, c'est quand même un peu fort en besogne. J'ai l'impression qu'il va falloir encore maîtriser la communication. Oui, tout à fait. Mais après ce que nous avons vécu en 2020, là... 2019, oui, le Covid-19, oui. Je l'ai attrapé en 20, moi. Mais c'est surtout en 20 qu'on a eu les confinements. Bien sûr. On ne peut pas ne pas penser à ça, malheureusement, même si il y a une différence et une distance considérable entre les deux phénomènes. Ce qui est sûr, c'est que j'imagine que personne autour de cette table ne veut revivre ce que nous avons vécu cette année-là et après. Et je pense que le gouvernement fait bien de prendre des précautions. Le problème, c'est que quand on prend des précautions, ça stimule un peu la peur chez les uns et les autres. L'angoisse qui effectivement arrive. Bon, ça fait partie de vos spécialités, Corinne Tapiereau, le monde médical, le suivi. Bon, pour l'instant, pas de cas en France. Non, il n'y a pas de cas en France. Moi, je suis toujours stupéfaite des annonces qui sont faites.
On annonce 100 000 vaccins pour l'Afrique, mais c'est pas 100 000 dont ils ont besoin. Si c'est une forte épidémie, il n'y a pas 100 000 habitants ou 100 000 personnes susceptibles de contracter cette maladie. Quand on nous dit on ouvre 223 centres, très bien, mais c'est pour vacciner combien de personnes, combien de vaccins, quel est l'objectif, quelle est la répartition géographique. On a toujours des annonces, on a l'impression, alors certes ce sont des ministres démissionnaires, mais ce gouvernement comme les précédents, depuis que les réseaux sociaux existent, on a l'impression qu'ils ne s'expriment plus pour les Français, mais ils s'expriment pour les réseaux. C'est infernal. Est-ce qu'ils réfléchissent à ce qu'ils disent avant? Bon, Abel Boilly. Non seulement il s'exprime pour les réseaux, mais il s'exprime uniquement pour les prochaines élections aussi. Il ne s'adresse plus à des hommes, des femmes, des citoyens, des citoyennes, mais il s'adresse à des électeurs et à des électrices. Donc effectivement, il y a une certaine confusion. La réalité, c'est qu'à part quelques images, on ne sait pas trop ce que c'est. Et la réalité, c'est qu'on ne sait pas quelle est l'ampleur aussi de ce qui se passe sur le continent africain. Est-ce que dans les rues, les gens sont en train de tomber, de mourir avec plein de boutons sur le corps? Est-ce que c'est une varicelle en pire? On entend beaucoup de choses. Et ce qu'on a vécu effectivement avec la période Covid a été très traumatisant. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des membres de leur famille, des amis, des proches. Je pense que personne n'a envie de revivre les confinements, mais aussi personne n'a envie de revoir une France qui est dépassée par un phénomène en fait, qui est dans l'incapacité de protéger ses concitoyens. Voilà. Donc je pense qu'il faut prendre le temps et choisir une communication qui ne rime pas avec manipulation. Il ne faudra pas se louper. Et le troisième mot, Antoine Mazère, rugby. Oui, ce matin en exclusivité sur Sud Radio, le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, était l'invité de Jean-Marie Bordry. Il est revenu sur l'affaire Melvin Jaminet et les propos à caractère raciste prononcés pendant la tournée en Argentine. Pour le président de la FFR, il y a très peu de chances de revoir un jour l'arrière de Toulon reporter le maillot des Bleus. On l'écoute. Moi, je pense qu'il y a une incompatibilité entre des propos de ce type et le fait de porter le maillot de l'équipe de France. Je pense que le maillot de l'équipe de France, c'est un certain nombre de droits, mais c'est aussi beaucoup de devoirs. Alors si je vous comprends bien, même si c'est pas aujourd'hui que vous l'officialiserez, il y a quand même peu de chances qu'il reporte le maillot bleu un jour, Melvin Jaminet. Vous avez bien compris. On rappelle que fin juillet, la Fédération française de rugby avait sanctionné Melvin Jaminet d'une suspension de 34 semaines, dont 8 remplacées par les travaux d'intérêt général, ainsi qu'une amende de 30 000 €. C'est noté. Merci Antoine Mazère pour les 3 mots de l'actu. Je rappelle que vous revenez tout à l'heure sur les coups de 18h05 avec encore un nouveau médaillé olympique. Un vice-champion olympique de kayak, Titou Ancastric. Le jeune Titou Ancastric sera avec nous tout à l'heure à 18h. Prenez rendez-vous. Le roi du kayak. Merci, c'est noté. Quant à nous, dans un instant, nous allons ouvrir notre premier débat. À Marseille, une mosquée des quartiers nord se retrouve sous le coup d'une procédure de fermeture administrative diligentée par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. L'État intervient de plus en plus pour faire respecter les principes républicains dans les lieux de culte, malgré les principes de laïcité qui excluent l'État de la gestion du religieux. Nous vous posons aussi la question dans un instant. L'État doit-il gérer les lieux de culte? Vous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer au débat. Vous êtes les bienvenus. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Vous participez, on est bien d'accord. Alors déjà la consultation, dans un instant, je vais vous le rappeler, c'est sur le compte X de Sud Radio, sur également le site internet de Sud Radio, mais bien sûr, Zach est là, au standard, au 0826 300 300. Vous donnez votre point de vue. Bon, s'il est respectueux, clair, vous êtes prioritaire, on ne peut pas dire mieux. Voilà, ce soir les 3 vraies voix sont Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Corinne Tapero, conseillère d'arrondissement Les Républicains à Paris dans le 12e arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Et puis Jérémy Stubbs, spécialiste du Royaume-Uni et directeur adjoint à la rédaction de Causeur. Ils sont prêts, vous êtes prêts, je suis prêt. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, intervient une nouvelle fois pour faire pression sur un lieu de culte, en l'occurrence une mosquée des quartiers nord de Marseille. L'imam français qui y prêche fait l'objet de polémiques depuis plusieurs années. La mosquée des Bleuets est sous le coup d'une procédure de fermeture administrative diligentée par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Pour mémoire, la loi de séparation de l'Église et de l'État prévoit que les établissements publics du culte, jusque-là chargés de
de la gestion des lieux de culte, hein, c'est ce que dit la loi, doivent être remplacés par des associations cultuelles qui relèvent de la loi de 1901 sur les associations. Pourtant, l'État doit redoubler de vigilance. Aussi, nous vous posons la question, l'État doit-il gérer les lieux de culte ? Tout de suite, vous nous donnez votre point de vue. Ça pose pas mal de questions. Peut-être Jérémy Stubbs, alors on profite de votre présence parce que nous, il y a la sacro-sainte laïcité en France. Par exemple, en Grande-Bretagne, la religion fait partie des préceptes de l'État. Oui, c'est l'Église d'Angleterre qui fait partie de l'État, en quelque sorte. Et certains des évêques sont présents dans l'équivalent du Sénat et peuvent donner leur avis sur des questions politiques. Et je dois dire, la plupart de ces évêques se situent plutôt à gauche. Ce qui n'est pas nécessairement très égalitaire, on peut dire. En revanche, on sait qu'il y a la laïcité en France et qu'il y a une séparation. Il y a eu récemment une autre loi surnommée sur le séparatisme. La France a toujours essayé d'être claire sur les frontières. Et je pense que l'État ici n'a pas à s'immiscer dans des questions purement religieuses, mais les religieux n'ont pas à empiéter sur des questions politiques. Et ça, c'est bien. Alors, juste une précision, parce que le cas britannique nous intéresse. Bon, on parle de représentants de la religion officielle en Grande-Bretagne, qui est l'anglicanisme, hein, on est d'accord, mais il n'y a aucune autre religion qui est représentée dans les instances politiques en Grande-Bretagne. Aucune autre. Pas par son statut religieux, non. Voilà, donc ça c'est important. Alors, peut-être, rappelons, il y a eu un rapport du Sénat qui dit que 90% des édifices du culte catholique sont la propriété des communes, alors que ce chiffre ne représente que 12% pour le culte protestant, donc autre religion chrétienne, 3% pour le culte juif et 0% pour le culte bouddhiste et le culte musulman. Donc, rapport du Sénat. Ça veut dire quand même, Corinne Taperot, quand on a la main sur un lieu de culte, on sait peut-être un peu plus ce qui s'y passe aussi. Je ne pense pas que le fait de financer un bâtiment vous permette de savoir ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas étonnant qu'il n'y ait que 3% de financement en France, puisqu'il y a une partie qui est prise en charge dans le cadre du Concordat en Alsace, Alsace-Lorraine. Alsace-Moselle. Oui. Et donc on a ces divergences. Il y a des bâtiments qui sont classés monuments historiques, enfin qui relèvent un peu du patrimoine français, qui sont financés. Je pense notamment à la grande synagogue de la Victoire, qui fait partie du patrimoine, et peut-être 2-3 autres. Mais on n'a pas du tout d'imprégnation du pouvoir politique à l'intérieur. En revanche, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est qu'on a effectivement la loi de séparation de l'Église en termes généraux et de l'État qui date de 1904, et on a eu cette loi séparatisme en 2021 qui repose les fondements de la laïcité, non pas du vivre ensemble, parce que c'est une expression qui est très exaspérante, mais de la cohésion sociale, de préserver la cohésion sociale. On ne peut pas se satisfaire et se réveiller 7 ans après. Je voudrais quand même rappeler que la Macronie est en place depuis plus de 7 ans. Sur les propos d'un imam qui, depuis 7 ans, profère des propos sexistes, violents, de discrimination à l'égard des femmes et vraisemblablement peut-être aussi à l'égard des homosexuels et je ne sais quoi d'autre, antisémites, et qui a toujours soutenu une certaine forme de mensuétude à l'égard des mouvements plus ou moins terroristes. Donc là, en l'occurrence, donc pour bien repréciser, il s'agit de l'imam Benjilali qui est donc à la tête de cette mosquée des Bleuets à Marseille, pour laquelle donc il y a cette procédure administrative. Mais le fait de le payer ne l'empêcherait pas de parler, de toute façon. Donc quand il y a eu les attentats, il y a quand même eu pas mal de visites de mosquées pour voir comment se passaient les prêches, s'il n'y avait pas des propos qui étaient tendancieux, entraînant les jeunes à aller au djihad.
Je pense que ce n'est pas de payer qui va l'empêcher. Je crois qu'il y a un vrai travail de fond à faire. Savoir qui sont réellement ces imams. Est-ce qu'ils sont autoproclamés? Est-ce qu'ils suivent une école? Est-ce qu'il y a une tradition un petit peu séculaire, entre guillemets, puisque c'est pas tout à fait le cas dans l'islam, mais il y a des vraies questions qui se posent. Corinne Tapiro, ça nécessite peut-être d'avoir l'œil dessus. Alors, vous avez dit le fait de les payer, est-ce que ça permet d'avoir un droit? Moi, je vais poser la question justement à Abel Boilly. Je le rappelle, Abel Boilly, vous avez cette association Tous Unis, dont la vocation est d'un travail de proximité auprès des quartiers. Est-ce que, justement, et ça avait été une question posée d'ailleurs à l'époque par Nicolas Sarkozy, le fait de s'occuper de la formation, d'avoir un peu la main, peut-être d'investir, ça empêche d'avoir des intrusions étrangères. C'est ça l'idée aussi. Moi, je pense qu'à défaut de gérer, le ministère de l'Intérieur doit avoir un œil plus avisé. Puisqu'avant de répondre à votre question, il y a une chose dont les Français en marrent, c'est que lorsque des individus comme ça sont mis à nu sur la place publique, on se rend compte en fait qu'ils étaient connus depuis des années et qu'en réalité, ça fait des années qu'ils étaient dans cette propagande fallacieuse. Moi, je pense de façon plus globale que le fait religieux, les représentants du fait religieux doivent faire leur aggiornamento. Qu'est-ce que je vois sur le terrain? Moi, je peux voir des imams, des bons imams, des pasteurs, des bons pasteurs qui sont inquiets d'une chose. Parce que il y a ce qui se passe dans les lieux de culte, mais il y a aussi les prédicateurs TikTok, comme on aime les appeler, voilà. Donc, il était très actif sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Enfin, il est très actif, cet imam. Comme vous avez dit, on ne pourra pas les empêcher de parler en réalité. Il y a des jeunes qui, des fois, peuvent voir des prédications très véhémentes et qui ensuite vont confronter ce qu'ils ont entendu sur les réseaux auprès d'imams, de bons imams ou auprès de bons pasteurs. Et quand ceux-ci expliquent à ces jeunes que non, c'est pas la bonne manière de voir la religion, ben, il y a des jeunes qui disparaissent parce qu'ils préfèrent entendre le discours véhément qu'il y a sur les réseaux sociaux. Alors je ne dis pas tous les jeunes, bien entendu, parce qu'il faut faire preuve de nuance, mais on est face à ce défi, il faut trouver une sorte, sans ingérence, mais une sorte de quelque chose d'officiel dans la formation, parce qu'il y a des imams qui s'improvisent imams après un séminaire de 3 jours, vous avez des pasteurs aussi qui s'improvisent pasteurs après des séminaires de 3 jours, qui prennent un local, qui remplissent 200, encore je dis 230, 40, ça peut monter jusqu'à 200, 300, 400 personnes qui n'ont aucune formation et qui prêchent chaque semaine avec leur libre arbitre et avec des fois des prédications qui sont clairement anti-républicaines. En tout cas politisées. Politisée, anti-républicaine. Et j'aimerais finir mon propos sur une chose, parce qu'il y a une hypocrisie dans laquelle on est beaucoup. On a pu pointer du doigt du fait que certains musulmans, on peut dire que les lois divines étaient supérieures aux lois de la République pour eux. Moi, j'aimerais casser une hypocrisie. Tous les croyants, dans toutes les religions, pensent que les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la République. La nuance, elle est où? Elle est du fait que si on croit en Dieu, pour les personnes qui y croient, parce que je respecte le principe de laïcité, on ne peut pas aller à l'encontre des lois de la République. Elle est là, la nuance. Mais poser la question de but en blanc pour stigmatiser toute une part de la population, c'est un peu hypocrite, parce que je le répète, pour tout croyant lambda, quelle que soit la religion, les lois divines sont au-dessus des lois de la République. On l'a vu, alors pour d'autres questions, le mariage pour tous, par exemple, etc., etc. Très important. Donc, nous vous posons la question, vous les auditeurs de Sud Radio, selon vous, l'État doit-il gérer les lieux de culte? Alors, vous êtes nombreux à réagir sur le compte X de Sud Radio et vous dites non à 63%. Mais 63-37, hein? Donc, ça veut dire que même s'il y a cette notion de séparation, et on l'a rappelé, on l'a expliqué, il y a aussi ce besoin de peut-être de reprendre le contrôle. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous donner votre avis. Dans un instant, on va faire le point avec vous, les auditeurs. Mais justement, Jérémy Stubbs, est-ce que aujourd'hui, avoir la gestion de ces lieux de culte signifie quand même... Alors, Corinne Tapiro disait non, mais est-ce que ça signifie quand même avoir un peu plus la main? Je dirais d'abord que la loi telle qu'elle est, déjà permet à l'État, comme dans le cas présent, d'intervenir là où c'est nécessaire. En même temps, il y a un autre problème qui est que les ressources de l'État sont limitées. Et de même qu'on ne peut pas mettre un policier
derrière chaque criminel. On ne peut pas mettre un agent du ministère de l'Intérieur dans chaque mosquée pour surveiller. Sauf si le prédicateur, quelle que soit la religion, est estampillé ministère de l'Intérieur. Pourquoi pas? Ben, même là, ce n'est pas l'estampe qui permet d'avoir plus de ressources, parce qu'on sait que ces ressources sont limitées. Ce qui est vrai quand même, c'est que, par exemple, dans l'Église catholique, il y a une centralisation et une hiérarchie qui permet à l'Église d'exercer un certain contrôle sur ce que font, ce que disent ses prêtres. L'islam est plus décentralisé, il n'y a pas la même hiérarchie exactement en France, donc ça peut créer un problème supplémentaire qui va être avec nous pendant longtemps, à mon avis. Alors 0826 300 300, nous sommes avec Emmanuel, notre auditeur fil rouge. Bon, Emmanuel, vous avez entendu les différents points de vue. Alors évidemment, dans cette question, il n'est pas dans notre idée de dire est-ce que la laïcité ça tient ou pas, mais quand même d'avoir un minimum de mainmise sur ou pas. Vous, qu'en pensez-vous? Alors, deux choses, Frédéric. La première, c'est que depuis la loi de 1905, ce sont les associations diocésaines, avec l'aide du Vatican, qui payent les prêtres. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, depuis la loi de 1905, les nouvelles cathédrales sont financées par des associations diocésaines, de la même manière qu'aujourd'hui les mosquées le sont. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est une toute petite mise au point. Dans les évangiles, à un moment donné, Jésus dit à un de ses apôtres, regarde cette pièce de monnaie, qui est dessus? César. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Abel Boli la connaissait. N'est-ce pas? C'est la base du comportement. Parce qu'il faut pas croire que la France a attendu la République, la loi de 1905, pour qu'il y ait des frictions entre l'organisation catholique, je dirais, et les gouvernants. Les rois en ont connu, certains ont été excommuniés. Enfin, il y a eu toutes sortes de problèmes, mais le principe était toujours quand même le même. Hein? Donc, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César. Or, la difficulté, si vous voulez, avec cette autre religion qu'est l'islam, c'est que c'est pas du tout le même concept, n'est-ce pas? Il y a un principe de la Oumma, il y a un principe d'une foi qui est globale, d'une foi d'un texte dans lequel on retrouve théoriquement absolument tous les enseignements nécessaires pour la vie sous tous ses aspects. Donc, qui a pour principe théoriquement de gouverner la totalité de la vie de l'individu. De ce fait, la situation de l'imam est assez différente parce que son job, en quelque sorte, c'est de tout vous apprendre sur tout. Alors, justement, Emmanuel, vous allez peut-être dans ce sens, c'est-à-dire que puisqu'il y a plusieurs fonctionnements, s'il y avait un point de ralliement sur un fonctionnement un peu uniformisé, ça permettrait peut-être d'avoir un peu plus la main. Vous êtes d'accord là-dessus? C'est très bien, sauf que les principes et les fonctionnements sont complètement différents. Il se trouve que moi, dans mes études, j'ai fait les langues et j'ai étudié le Coran pendant 3 ans, donc j'en ai une petite connaissance, si vous voulez. Le texte et le contenu, s'il est diffusé, enseigné à la lettre, il peut effectivement, un gamin en recherche d'authenticité, il va prendre le Coran et il dit mais pourquoi est-ce que l'imam il me dit pas ça? C'est exactement ça. Et sur TikTok ils me disent ça. Il y a un travail énorme à faire de la part des imams justement pour en quelque sorte actualiser le texte dans son enseignement pour qu'il soit compatible avec la vie sociale en France. Très intéressant, Emmanuel. Vous restez bien sûr avec nous. Corinne Tapiro, il y a ce rôle quand même de la religion qui a dans notre société encore une vocation à aider et peut-être être du coup un peu le relais de l'État quelque part, non? Alors bon, de toute façon, la religion c'est quelque chose qui fonctionne avec la famille, qui est quand même la première cellule de structure de solidarité qu'un être humain connaisse. Donc il y a une solidarité qui existe dans toutes les grandes religions monothéistes. Il y a celles qui sont dirigées d'une manière organisée, ancienne, comme dans la religion catholique, dans la religion juive également, chez les protestants de la même manière. Dans l'islam, c'est
par essence, c'est une religion finalement qui vient, entre guillemets, qui s'implante depuis peu de façon visible en France. Donc elle est assez peu connue des Français finalement. Elle est visible par quoi? Par le voile, par des comportements un peu anarchiques d'imams, peut-être même pas formés du tout. Et ce qu'il y a surtout qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs mouvances dans l'islam. Il y a les chiites, il y a les sunnites. Et il y a aussi la tendance des frères musulmans qui, eux, sont dans un combat politique clair, net et précis pour faire plier les pays d'Europe à la doctrine musulmane. Donc il y a quand même un projet politique derrière. Et c'est ce qui est plus inquiétant. Parce que quand on est un représentant religieux et qu'on dénie un droit aux femmes, comme ça l'est fait par cet imam, c'est qu'on n'est plus du tout dans un discours religieux, mais on est dans un projet politique qui n'est pas du tout celui de la France. Alors, avant la petite pause, juste le mot de la fin, une conclusion très courte. Abel Boilly, on peut s'appuyer sur la religion encore pour remettre certains jeunes dans le droit chemin? On peut s'appuyer tant que ça ne s'oppose pas au principe, puisqu'on est en France, de la laïcité et du respect des règles communes. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et il est vrai que les responsables religieux, dans cet aggiornamento que je demande aussi, doivent aussi imbriquer plus de citoyenneté à la spiritualité. Ouais, et très important. D'où cette question, hein. Vous voyez, il faut quand même se la poser. Alors bon, vous avez dit donc non, pas de gestion de l'état des lieux de culte à 63%. Dans un instant, nous jouons, c'est le quiz de l'été. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Et c'est comme ça tous les soirs pendant l'été, les vraies voix de l'été avec nos habitués, nos chouchous, nos trois vraies voix. Vous les connaissez, les trois de ce soir. Abel Boilly, le président de l'association Tous Uniques et Tous Unis. Il n'y a pas et d'ailleurs, Tous Uniques, Tous Unis. Virgule. Oui, virgule. Voilà, virgule. Bah, c'est un clin d'œil justement au thème du quiz qui arrive. On va en parler. Corinne Tapiero, conseillère d'arrondissement Les Républicains à Paris, dans le 12e arrondissement, et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école, et Jérémy Stubbs, spécialiste du Royaume-Uni et directeur adjoint à la rédaction de Causeur. Voici donc maintenant, chères vraies voix et chers auditeurs qui jouez, je le sais, quand vous écoutez, des fois vous dites mais comment ont-ils pas pu trouver, et des fois ils ont trouvé vite. Bon, eh bien c'est Emmanuel qui est notre auditeur fil rouge et qui est dans la boucle ce soir. Emmanuel, vous êtes avec nous. Oui, je suis là. J'ai peur que pour le quiz, je brille pas beaucoup, mais je vais faire de mon mieux. Tout le monde dit ça en général. Ne bottez pas en touche, Emmanuel. Oui, tout ce que vous avez fait depuis le début de l'émission est teinté du talent. Donc, justement, réfléchissez bien. Générique. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, vous savez, Emmanuel, qu'il y a un thème chaque jour et que, en fonction de ce thème, ça peut peut-être vous aider. Alors, justement, on a toujours des réponses un peu toutes faites, avec des mots qui reviennent systématiquement dans les réponses. Un mot, une expression très courte. Eh bien, merci à la réalisation. Eh bien, donc, vous allez donc essayer, avec ces titres, de trouver l'interprète sur ces réponses toutes faites. Avec qui jouez-vous? Soit Corinne. Oui, non, mais c'est parce que la réalisation, il y a eu un petit couac, j'ai donc essayé de rattraper le coup. Voilà. Ah, pardon. Voilà. Donc, c'est bien, tout va bien. Emmanuel, avec qui choisissez-vous de jouer? Soit avec Abel Boilly, soit avec Corinne Tapiero, soit avec Jérémy Stubbs. Jérémy. On a perdu, Emmanuel. mais non. C'est pas grave. J'aime bien vous lire. Je vous lis beaucoup. Alors, bon, voilà, ça vous apprendra, Jérémy. Du coup, il va falloir vous mettre à la musique. Bon, et du coup, une équipe terrible. Abel avec Corinne qui part favorite, peut-être. Ah oui, voilà. Donc, alors. Attention sur ces expressions toutes faites. Vous écoutez l'extrait et vous devez nous trouver l'interprète. C'est parti. Voilà qui je suis. Me voilà réussi. Non, c'est pas Angèle. C'est celle de l'Eurovision. Oui, c'est celle de l'Eurovision. Comment elle s'appelle? Céline. Alors, Emmanuel. Céline. Adèle? Non, pas Adèle. Céline. Tu vois qui c'est? Oui, je vois c'est qui, mais son nom m'échappe. Regardez-moi
Jérémy, vous êtes là? Oui. Ah oui, non, mais je connais cette voix en plus, c'est agaçant. C'est une chanson, ça? Oui, c'est une chanson et le titre c'est Voilà, c'est typiquement une réponse qu'on donne quand c'est comme ça. Et je précise qu'à cette Eurovision de la chanson, la Grande-Bretagne s'était classée dernière, non? C'est pas ça? Je pense. Je ne sais pas si c'était... Alors, vous ne l'avez pas? Non. C'est Barbara Pravi. Je rappelle que l'équipe qui gagne est celle qui marque donc désormais 3 points. Et qu'est-ce qu'on gagne? Alors, vous verrez. Attention, qui chante ça? On est riche que de ses amis, c'est dit. C'est dit. Alors, qui chante ça? Le temps des tempêtes arrive avant. Enzo. C'est un homme qui chante là. Un homme? Oui. Ah bon? Et Enzo est le prénom d'une femme. Vous me direz alors bon, on ne sait plus. Emmanuel, vous avez la main. Ah ouais, je sais bien, mais alors là, je sais absolument pas. Qu'est-ce qui chante ça? Je suis désolé, hein, mais... On est connu, Abel. C'est Calogero. Les auditeurs qui vous écoutent se disent mais C'est le son qui est pas bon. comment C'est pas de notre peuvent-ils? faute. Alors après voilà. Le son était un peu faiblard. Hein. Après voilà, après Aïe, aïe, c'est aïe, dit, aïe. voici une autre réponse toute faite, ça va être facile. France Gall. France Gall, Corinne Tapiro. Ah ouais, attendez, là, je me suis fait avoir sur le poteau, mais bien sûr France Gall. Ah là, c'est un peu plus de vos générations, hein, les vraies voix. J'allais vous dire, moi, c'est les années 70 et 80, vous voyez. Tu veux dire qu'il va y avoir Beethoven après? Bon, alors attention, hein, les premiers arrivés à 3. Alors là, très facile aussi. Voici une réponse toute faite. Écoutez, qui chante ça? Ah oui. Aznavour. Ah bah oui, mais Corinne Tapiro a été plus rapide C'est pour ma le coup. génération, comme tu dis. Ça fait 2 et c'est une balle de match. Je sais que vous l'aviez, Emmanuel, mais il faut aller plus vite. Donc 2, attention, balle de match. Vous avez, c'est beau ça, et pourtant, Ouais, et belle, pourtant, cette chanson. ouais. C'est magnifique cette chanson. Voilà. Eh oui. En plus, je choisis des extraits pour de belles chansons, spécialement Oui, c'est pour bien. vous. Ah oui. Alors, encore une autre réponse toute faite. Là aussi, il va falloir aller très très vite pour répondre. C'est parti. Notre amour fou ne resterait court. Non. Jane Birkin? Oui, Jane Birkin. Jane Birkin. Évidemment. From British. Il l'a eu. Vous étiez impardonnable. J'aurais pu le dire, c'était une compatriote. Eh ben Jérémy, c'est Jérémy qui l'a dit, Emmanuel. Non, justement. On a un point. Oui, Emmanuel. c'est une révolution. Pardon. Depuis 2 ans que Jérémy est avec moi, il vient de marquer son premier point. Ce n'est pas strictement vrai, mais bon. Bon, alors attention, ça fait 2-1, toujours une balle de match. Alors là, vous me donnez... bon, il y a une voix féminine dans cette chanson, mais il y a un chanteur principal, vous nous le donnez tout de suite. Claude François. Voilà. Voilà, ça quand même. Oui, Claude François. quelquefois. Et c'est Abel Boilly. Et Abel Boilly offre donc le point de la victoire. Victoire, Corinne et Abel. Et oui, vous avez gagné 3. Mais c'était un beau match, Emmanuel. Vous n'étiez Alors, pas loin. Hein. Test dopage, s'il vous plaît. Test dopage. Allez, juste parce que Emmanuel est vraiment sympa, si vous aviez dû trouver le dernier extrait, juste Emmanuel répond. Écoutez cet extrait. Comment ça va sur ma planète. Alors Emmanuel, vous l'avez? Non, je sais pas. Là, c'est la nouvelle génération, hein. Vous l'avez, Corinne? Je la connais pas. Mais Voilà. non, c'est Non, que Slimane. C'est Claudio Capéo. Voilà. Ok. Donc on aura noté que si c'est une chanteuse jeune, vous dites c'est Angèle, et si c'est vous dites c'est Slimane. Voilà. Très bien. Dans un instant, les infos. Merci Emmanuel. À tout de suite. Merci beaucoup, Frédéric. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Soyez vraiment les bienvenus, mais vous l'avez senti, l'ambiance est bonne. Les 3 vraies voix, Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis, Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement Les Républicains Paris 12e et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Et puis Jeremy Stubbs, spécialiste du Royaume-Uni et directeur adjoint à la rédaction de Causer. C'est bien dit? Oh, bilingue. Totally bilingue. Voilà. Et bien sûr, celui qui chaque jour sur Sud Radio à 18h07 nous amène les médailles olympiques. Les vraies voix Sud Radio.
Bonsoir Antoine Mazer. Bonsoir. Oui, c'est vrai, on s'est vu tout à l'heure. Bon, puis en plus on se dit bonsoir parce que c'est la radio, mais on se voit depuis tout à l'heure cet après-midi. Et on prépare cette émission. Bon, et là vous m'avez fait plaisir parce que j'ai eu le plaisir de commenter sa victoire. C'était, vous savez, le test event olympique. Et je suis très content que vous l'ayez amené avec nous. Je vous laisse. Oui, parce que notre invité ce soir nous vient tout droit de Bretagne. C'est là-bas d'ailleurs qu'il a découvert le canoë-kayak après avoir essayé notamment le handball dans sa jeunesse. Cette passion pour le slalom n'a plus jamais le quitté. Il y a quelques jours sur le bassin survolté de Vers-sur-Marne, il remportait à seulement 19 ans une magnifique médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris en slalom. Nous sommes ravis de le recevoir sur Sud Radio pour en parler. Bonsoir Titouan Castric, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir Titouan. Bon, est-ce que la déception quand même, parce que quand on vous avait entendu après cette médaille d'argent, il y avait un petit peu de déception. Est-ce que ça y est, c'est évacué et on savoure enfin cette belle médaille d'argent quand même aux Jeux Olympiques? Ouais, je la savoure forcément. On a bien fêté ça également, donc je suis quand même bien content d'avoir une médaille autour du cou. La plupart quand même des athlètes qui s'alignent sur les Jeux n'ont pas cette chance, donc je suis bien content, mais je sens quand même qu'il reste encore un petit truc à aller chercher. Et une impression d'un peu de non fini sur ces Jeux, donc il reste de la place pour aller chercher mieux encore. Bah oui, mais le problème c'est ce que j'avais dit, comme il avait gagné le test event, on s'était dit moi-même, j'avais dit c'est super, il est déjà champion olympique quelque part. Oui, c'est peut-être la frustration. Continuez. La chance c'est qu'il a que 19 ans, Titouan Castric, c'est qu'il a tout l'avenir devant lui. C'est vrai que l'objectif maintenant c'est d'arriver sur Los Angeles en réglant, on va dire les petits derniers réglages et d'arriver avec énormément de confiance du côté de Los Angeles en 2028. Ouais, c'est ça. Après, c'est quand même dans 4 ans, on verra ce qui va se passer durant ces 4 prochaines années, mais j'espère que déjà je serai au départ et après j'espère que je serai encore meilleur que sur ces Jeux de Paris, donc il reste encore 4 années, donc c'est long. Mais là, on parle de la jeunesse de Titouan Castric, il y a aussi celle de Nicolas Gestin, Angèle Hugues. Et Angèle Hugues. Donc, on a 3 médaillés dans le slalom du canoë-kayak. En fait, c'est ça qui est bien aussi. Alors bon, il y a Boris Neveu qui lui arrêtait. Alors c'est malheureusement une déception. Mais en fait, vous êtes parti avec cette équipe de France pour un très très long bail, Titouan. J'espère. Après, on sait pas de ce qui est composé le futur, mais j'espère bien que ça continue longtemps, comme ça continue, et peut-être aller jusqu'à Brisbane, on sait pas, on verra. Ah ouais, alors 2032, Brisbane, quand même. Bon. Ouais, quand on parle canoë-kayak, forcément, on pense à Tony Estanguet, qui lui a réalisé peut-être l'un des plus grands défis de sa vie. Alors lui, c'était canoë, oui, Tony, canoë, bien sûr, canoë-kayak. Et kayak, c'est Titouan. Voilà. Exactement, c'était de réaliser les Jeux Olympiques de Paris, c'était un des plus grands défis aussi de sa carrière. Il était présent, il a été souvent présent du côté de Vers-sur-Marne. Est-ce qu'il était présent, je sais plus, sur votre course, mais est-ce que vous avez échangé avec lui sur un petit peu, sur la discipline, sur des conseils? Est-ce qu'au quotidien vous échangez un petit peu avec Tony Estanguet? Est-ce que ça a été aussi peut-être une inspiration pour vous plus jeune? Non, pas du tout. On n'échange pas du tout au quotidien. J'ai l'impression qu'il est tellement chargé de boulot, il voit pas trop le jour, donc non, il a pas trop le temps de venir nous voir. Déjà, le temps libre qu'il a, j'ai l'impression qu'il passe avec sa famille et c'est bien comme ça, mais non, je l'ai pas vu d'ailleurs après les courses, donc je sais pas ce que ça donne pour lui. Mais ouais, par contre, c'était une sacrée inspiration. Ouais, je l'ai vu en 2012 gagner sa médaille, sa troisième médaille d'or à Londres, et c'est vraiment des souvenirs de fou. Donc forcément, c'est une inspiration. Bon, à Vers-sur-Marne, il y a toujours son canoë avec lequel il avait gagné aux Jeux Olympiques. Vous l'avez pas vu ça? Je pense que vous confondez. Ah ouais, non, j'ai pas vu ça. Oui. C'est à hauteur du bassin plat, là où on fait la vitesse. Mais ils ont. Vous verrez, Titouan. Moi, je l'ai vu. C'est Philippe Collin qui me l'a présenté. Donc, vous voyez, vous en parlerez. Parce qu'il y a 2 grandes familles dans le canoë-kayak. Il y a le slalom et puis il y a la vitesse où on n'a pas eu malheureusement 2 médailles. Juste un mot. On rappelle donc la différence entre le canoë et le kayak. Vous, c'est le kayak. C'est mieux en général de commencer par le kayak, mais réexpliquez-nous, Titouan. C'est ça, le kayak c'est, on va dire, un peu plus facile pour commencer parce qu'on a 2 pales, donc on peut pagayer des 2 côtés, alors qu'en canoë on a que un seul côté pour pagayer, une seule pale. Donc au début tu pars tout le temps d'un côté parce que vu que tu pousses que d'un côté avec ta pale, ton bateau tourne. Donc aussi en canoë c'est assez contraignant, on est à genoux, donc c'est une position vraiment dure à prendre, surtout quand on grandit, après la croissance ça fait vraiment mal aux genoux. Et alors qu'en kayak on est assis, donc voilà, c'est ça les 2 principales différences.
Ouais, voilà, et différence de taille, oui Antoine. Ouais, on a découvert également une nouvelle discipline aux Jeux Olympiques, c'était le kayak cross. Magnifique. On parlait tout à l'heure d'Angèle Hugues. Vous, ça s'est pas forcément passé comme prévu, mais c'est quand même une discipline. Moi, ça a été un de mes coups de cœur des Jeux Olympiques parce que c'est très spectaculaire. Il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de rebondissements. Un peu BMX d'ailleurs. Exactement, un peu freestyle où il se passe énormément de choses. Est-ce que vous avez l'impression que cette discipline-là, qui est pas toujours celle prévue par les kayakistes ou par les personnes qui viennent s'inscrire aux Jeux Olympiques, est-ce que quand même elle a un potentiel pour devenir très populaire parce qu'elle a séduit quand même beaucoup de public sur ces Jeux Olympiques? Ouais, peut-être je pense qu'elle a le potentiel. Elle a le potentiel d'être facile à comprendre, hyper divertissante. Tu mets un gosse de 5 ans devant, il est content. Franchement, il voit des gens se taper dessus. C'était moi. Pendant toute la course, il est content. Donc, vous démarrez de 4 mètres, hein, vous êtes à 4 mètres en hauteur. Hein. Ouais, c'est ça, c'est assez impressionnant également. Donc, je pense, il y a du potentiel. Après, est-ce que ça va séduire le grand public? Quand même, ça nécessite de pas mal de conditions réunies. Que ce soit la rampe, faut déjà trouver une rampe, il n'y en a pas énormément en France. Oui. Il faut trouver 4 pagayeurs de à peu près ton niveau, sinon c'est pas très drôle. Et il faut quand même pas mal de matériel, donc que ça soit ouvert au grand public à ce moment-là, je sais pas, mais en tout cas j'espère que dans l'histoire des Jeux, ça va continuer. Et il faut faire le fameux 360 degrés, c'est-à-dire vous faites le tour, vous esquimotez, vous passez par en dessous, bon, on étouffe tous, hein, évidemment. Alors, Titouan Castric, les vraies voix ont des questions à vous poser, juste après la petite pause. Donc vous restez bien avec nous, les auditeurs de Sud Radio, nous avons la chance d'avoir Titouan Castric, vice-champion olympique de kayak. Il est avec nous, Antoine Mazère nous l'a amené, donc on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. C'est votre rendez-vous, les auditeurs de Sud Radio, avec nos médaillés olympiques. C'est bien sûr Antoine Mazère qui nous les amène. Vous nous rappelez le résultat d'ensemble de notre équipe de canoë-kayak slalom. Avec une belle médaille d'or pour Nicolas Gestin en canoë et 2 très belles médailles d'argent avec donc vous, Titouan Castric, à seulement 19 ans, et Angèle Hugues, c'était en kayak cross pour Angèle Hugues. C'est une finale assez spectaculaire là aussi. Ah oui, là c'était beau. Donc vous, c'est kayak avec la double pagaie et assis. C'est mieux, ça fait moins mal au dos et aux genoux surtout. Titouan Castric, vous êtes prêts? Les 3 vraies voix ont des questions à vous poser. Hein. Vous êtes sur vos starting blocks. Hein. Hein? Ouais, bien sûr. Bon, vous ne touchez pas une porte rouge ouverte, sinon vous prenez une pénalité. Allez, question d'Abel Boilly. Alors ma question sera très simple. Donc déjà, encore une fois, félicitations. On a dû vous le dire 1 milliard de fois, mais je tiens à vous réitérer parce que c'est quelque chose de formidable. Moi, j'aurais 2 questions rapidement. Moi, je travaille beaucoup auprès des jeunes en tant qu'acteur associatif et je vois que lorsque l'on parle de canoë, de kayak ou de kayak cross, lorsqu'il y a des stages d'initiation auprès des jeunes, c'est rare de voir un jeune qui ne kiffe pas le moment, comme on dit. Alors, ma première question, c'est vous, comment êtes-vous tombé dans ce sport? À quel moment avez-vous décidé d'en faire votre passion, d'en vivre et d'essayer d'être le meilleur au monde? Parce que comme tout sportif, c'est l'objectif. Et deuxième question, selon vous, que doit faire la fédération au-delà de la problématique du matériel, comme vous l'avez expliqué, au-delà de la problématique de plus d'endroits, du besoin de plus d'endroits mis à disposition pour pratiquer, que doit faire la fédération, voilà, pour créer un engouement plus fort autour de votre sport? Titouan Castric. Déjà, dans un premier temps, merci. Et après, donc, votre première question, comment je me suis mis dedans? Déjà, moi, j'avais des parents dans le milieu. Donc quand j'étais petit, en vacances, tout ça, ils m'ont amené sur des rivières, sur des lacs et tout ça. Et après, c'est à 7 ans, j'avais un club dans ma ville. Donc j'ai contacté mes copains et je me suis allé, on y va tous ensemble. Donc j'y suis avec des potes à moi. Donc forcément, on dirait que j'ai kiffé comme tu l'as dit tout à l'heure. Et entre les stages, être en extérieur, passer du temps avec mes copains en camping, des trucs comme ça, c'est ça qui m'a fait accrocher. Et après, je dirais qu'à 16 ans, je suis rentré en pôle espoir, donc chez moi, pareil, à Sévigné en Bretagne. Donc le pôle espoir, t'es avec que des gens de ton âge au lycée, à te la coller tous les jours à l'entraînement et à parler que de ça quasiment. Et donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire de la compète. Avant, j'étais pas trop axé compète. Et donc là, avoir être vraiment dans un milieu qui faisait que de brasser ça encore et encore, à un peu toujours vouloir être devant ses compagnons d'entraînement. Au final, je me suis vraiment attaché à cette compète et au final j'ai passé les étapes grâce à ça et donc ça qui m'a mis dedans et donc oui, quelle suggestion Titouan pour la fédération, parce que ça ne demande qu'à prendre finalement.
Ouais, au sujet de la fédération, je pense déjà peut-être faire un meilleur taf de communication. Je pense qu'on a un peu des lacunes à la fédération de kayak en communication. On a des personnes très motivées, mais je pense qu'il manque un peu de moyens et de temps. Donc je pense que ça pêche un peu. Et après, sinon, je dirais la vie associative. Je pense que ce soit en kayak ou dans tous les sports français, ça a de plus en plus de mal à prendre. Il y a de moins en moins de bénévoles. Nous, on voit vraiment un recul de la vie associative et des clubs en général en France. Donc les gros clubs persistent, mais les petits clubs ont vraiment du mal à survivre. Donc je pense faire un travail là-dessus, que ce soit dans les communes ou la fédération. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait mettre les bouchées doubles. Ouais, très intéressant. Corinne Tapiro. Oui, alors bravo évidemment. On voit que vous avez été bercé par ce kayak, si je puis dire. Et en fait, vous avez développé un goût de l'effort, un goût de la compétition. Et moi, je suis admirative de ce que vous avez fait, parce que quand on arrive au bout d'une course et qu'on sent qu'on va pas avoir la médaille d'or, est-ce que c'est le découragement qui s'installe ou c'est la rage de vaincre qui vous fait terminer les quelques secondes qui restent? D'autant que vous battez avec le temps, on rappelle, c'est le principe du contre-la-montre, et vous descendez dans le sens inverse des résultats sur la demi-finale. Dites-moi. Ouais, c'est ça. En fait, moi je savais que je faisais vraiment une excellente manche, et malheureusement je fais une grosse erreur en milieu fin de parcours. Donc là, quand je suis sous la porte, je dois remonter, je prends 2-3 secondes à remonter, je prends beaucoup de temps. Je sais que ça va être très très compliqué, mais je me dis tant qu'à être ici, autant tout jouer. Donc j'ai pris un maximum de risques sur le bas de manche. Donc je pense il y avait un peu de rage de vaincre. J'avais qu'une envie, c'était donner tout ce que je pouvais, et de toute façon c'était ma seule chance. Ça fait 10 ans que je fais du bateau. Dans ma prochaine chance, ce sera dans 4 ans. C'était la seule fois que je faisais des jeux à la maison, donc c'était maintenant ou jamais. Donc j'ai tout donné, et au final ça l'a pas fait. Mais ouais, en bas, je pense que j'avais pas forcément de découragement, mais j'étais vraiment déçu parce que j'avais vraiment l'impression de rater une occasion en or, de remporter l'or justement. Donc ouais, c'était un peu de grosse déception, pas forcément découragement. Et la dernière question d'un grand pays de canoë-kayak, oui, parce que la Grande-Bretagne est forte, oui, Jérémy, oui, vous le saviez même pas, vous êtes britannique, oui, ils ont les meilleurs. Alors bon, la meilleure de meilleure, c'est l'Australie avec Jessica Fox. Les Flat Fox, pardon. Les Surf Fox. Les Surf Fox. Ouais, alors Jérémy Stobb. Je parle en toute ignorance, mais vous m'aiderez, Frédéric. Il me semble que kayak, le mot est la chose, c'est l'origine est auprès des Inuits canadiens, c'est ça? Alors là, ça va loin, mais allez-y, posez votre question. Il me semble, donc je voulais demander à Titouan si jamais il lui arrivait de penser à l'origine de son véhicule et de la culture qu'il avait produit. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est juste par pure curiosité. Oui, non, mais c'est le problème des intellectuels, et en plus britanniques. Non, très très belle question, Jérémy. Oui, Titouan. Non, d'ailleurs, c'est pas Inuit canadien, c'est plutôt dans le pôle Nord, il me semble. Donc Groenland, il me semble c'est ça. Joli, Titouan, oui, et confirmé par Antoine Mazère. Ouais. D'ailleurs, j'ai ma réponse. Le kayak cross, le 360 comme vous l'appelez, c'est plutôt, ça s'appelle surtout un esquimotage. Oui, l'esquimotage. Aux Esquimaux qui utilisaient ça quand justement ils se renversaient dans les eaux glaciales. Quand ils pêchaient ou qu'ils se prenaient des vagues à cause de la marée ou je ne sais quoi. Donc ça leur permettait de tout simplement pas mourir en sortant du bateau et en se retrouvant dans l'eau glacée, et voilà. Magnifique, Titouan Castric, brillant, ça c'était beau ce dernier échange. Merci Antoine Mazère. Demain vous nous ramenez un autre médaille olympique. On peut pas forcément le dire, on va laisser les auditeurs le découvrir, mais ça sera sûrement un médaillé d'or. D'accord. Wow. Titouan, merci, bravo de nous avoir accordé du temps. Moi je le disais, j'ai eu le plaisir sur une chaîne française de sport, de commenter quand vous aviez gagné à Vers-sur-Marne le test event. Je n'oublierai jamais que vous valiez l'or, on l'a vu. Bon, là, c'était l'argent, c'est magnifique aussi. À bientôt, Titouan. À bientôt, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Dans un instant, le tour de table des vraies voix.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Après ce savoureux moment olympique, les auditeurs de Sud Radio, vous allez partager un autre beau moment avec nous, celui où les vraies voix se mettent à table. Ce soir, les vraies voix Abel Boilly, Corinne Tapiro et Jérémy Stubbs. Voici leur tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Abel Boilly, alors justement, nous évoquions les Jeux Olympiques. Bien, vous voulez évoquer les Jeux Paralympiques qui commencent la semaine prochaine. Oui, bien entendu. Donc, on a vécu ce que certains appelleront parenthèse enchantée avec les Jeux Olympiques. Peut-être que cette parenthèse va se réouvrir. Mais moi, ma question est de savoir si ces Jeux Paralympiques n'obtiendront pas, la médaille d'or des Jeux de la compassion. Pourquoi ? Je travaille beaucoup au niveau de la situation du handicap et il y a une chose que je sais, c'est qu'une personne en situation de handicap ne demande ni que l'on s'apitoie sur son sort, ni à être traité comme un super-héros ou une super-héroïne du fait d'être en situation de handicap. Et moi, ma crainte, que ce soit dans les commentaires sportifs, que ce soit dans les interviews, c'est que l'on puisse dire « Regardez, la personne, il lui manque une jambe, mais elle est tellement formidable, voilà ce qu'elle a fait. Regardez un tel, il lui manque un bras, mais il est tellement formidable. » Les personnes en situation de handicap ne veulent pas être traitées comme des Superman parce que handicapés, justement. Moi, je veux passer des Jeux Paralympiques où j'ai la même exigence que pour des Jeux Olympiques, c'est-à-dire encourager, critiquer, attendre des super performances de nos athlètes français. Record ou pas, et encourager sur la performance sportive et considérer avant tout des athlètes plutôt que des personnes en situation de handicap. Tout en espérant, bien entendu, que ces Jeux Paralympiques puissent permettre une meilleure inclusion de la situation du handicap dans la société française. Donc, pas d'apitoiement, mais pas de superlatif non plus, que nous puissions vraiment apprécier ces Jeux à leur juste valeur, parce qu'une personne en situation de handicap, c'est une personne avant tout. Et comme pour toute personne, vous avez des personnes très bien, et puis vous avez des têtes à claques. Et c'est juste le gène de l'humanité qui est comme ça. Donc savourons les choses à leur juste valeur pour ne pas tomber dans quelque chose qui ressemblerait à une ambiance plus hypocrite qu'autre chose, ça desservirait la cause. Bien vu. Nous, évidemment, nous en parlerons la semaine prochaine. Ça sera l'ouverture dès mercredi prochain des Jeux Paralympiques et j'aurai le plaisir d'être rejoint ici par Judith Belair et nous vous présenterons notamment des émissions où nous axerons aussi sur les thématiques autour des Jeux Paralympiques et peut-être de rappeler que des fois, il y a aussi des choses à améliorer. Et d'où l'absence de compassion. Merci pour votre tour de table, Abel Boilly. Passons maintenant à Corinne Tapiro. On reste dans le sport, mais pas dans le sport tel qu'on l'entend, mais dans ce mode de déplacement qui pose problème visiblement à Paris, celui du vélo. Voilà. Alors on nous parle beaucoup des mobilités douces. On a mis en place un plan vélo qui se veut extrêmement ambitieux. Il y a déjà beaucoup à dire sur les pistes cyclables qui en fait ne permettent pas de vélo de se doubler, donc ce qui est quand même une vraie question quand le matin certains roulent très vite. On a des cyclistes qui sont surpuissants dans Paris et tout puissants. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les feux. Or, pour pouvoir passer un feu rouge, quand on est cycliste, il faut que ce soit dûment mentionné. Ils ne s'arrêtent jamais pour les piétons, quasiment jamais, même sur les passages cloutés, même s'il y a marqué priorité piéton. Et pire que tout, ils sont en double sens. Alors au départ, le double sens avait été prévu en 2008 par un décret qui permettait aux cyclistes de pouvoir rouler en double sens dans des zones où on roulait à moins de 30, de façon à leur éviter de faire parfois des grands détours. Aujourd'hui, c'est devenu la règle, ils sont dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on ne peut plus traverser en sécurité. Les voitures sont plus respectueuses des piétons que les cyclistes ne le sont. Alors on a aussi des accidents de cyclistes, parce que lorsqu'ils essayent de se doubler, il y a des accidents. Alors moi je milite pour que ces cyclistes portent, 1, obligatoirement le casque, et 2, une plaque minéralogique. J'ai assisté plusieurs fois à des incidents. Alors c'est pas la généralité, tous les cyclistes sont pas des sauvages heureusement et ne sont pas incivils, mais j'ai assisté à un cycliste qui roule même pas sur la piste cyclable d'ailleurs, comme si c'était trop lui demander, et il raye 2 voitures avec son vélo.
Il s'en va sans rien laisser, ni un mot, ni une excuse. C'est pas acceptable. Il aurait une plaque minéralogique, comme pour une voiture, ça aurait été relevé, sa responsabilité aurait été mise en cause. La route, c'est pas fait pour les sauvages. On doit se respecter les uns les autres. Et moi, j'en ai assez de ce comportement insupportable et qu'on me parle pas de ce fameux code de la rue, parce que le code de la route s'applique à tout le monde. Le piéton est toujours prioritaire, quel que soit le véhicule. Alors, c'est valable aussi pour les trottinettes électriques. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, puis-je lui répondre de la part d'un ancien cycliste, coureur cycliste en compétition, d'un journaliste qui a fait 20 ans aux commentaires du cyclisme et qui continue de s'entraîner 4000 bornes d'entraînement par an. Et effectivement, je vais vous dire que ceux qui font du cyclisme en sport se prennent de plein fouet cette incivilité dont vous parlez. Et d'ailleurs, nous, quand nous prenons la voiture, on le voit et ça nous énerve encore plus parce que quand on s'entraîne hors ville, bien sûr, les entraînements des sportifs, on voit bien un comportement des conducteurs très agressif envers nous, les cyclistes, parce qu'ils ont eu leur dose en plein centre-ville de voir des gens qui ne respectaient rien. Et finalement, ça ne fait pas non plus le jeu de ceux qui font du vélo sportivement. Voilà. Ce qui pose aussi le problème de votre plaque d'immatriculation, parce que quand on fait du cyclisme en compétition, la plaque d'immatriculation, c'est un petit peu plus gênant, mais bon, c'est vrai que l'utilisation en ville du vélo pose question, si je peux me permettre, voilà, par rapport à ce point de vue, Corinne. Merci pour ce point de vue. Et puis, Jérémy Stubb, pour votre tour de table. Vous souhaitez revenir sur les soins d'affirmation de genre pour les enfants. Oui, Frédéric, je vais vous parler du rapport Cass, un rapport publié en Angleterre au mois d'avril cette année. Ce rapport livre les conclusions de la plus grande enquête jamais sur les tenants et aboutissants des soins dits d'affirmation de genre. Les conclusions, pas de bloqueurs de puberté ou de traitements hormonaux pour des enfants de moins de 16 ans, fermeture de la grande clinique à Londres qui donnait accès à ces traitements très librement, et une préférence pour traiter les cas de dysphorie de genre de thérapie psychologique plutôt que physique. Évidemment, ce rapport porte sur l'Angleterre, mais sa pertinence est en fait planétaire. Ces recommandations ont été appliquées par le gouvernement britannique. Depuis, bien sûr, il y a eu une réaction très négative de la part d'associations de militants transgenres, de la part de médecins et de chercheurs qui sont aussi des militants ou qui, en fait, profitent de ces soins. Et en ce moment, le journal The New York Times mène une campagne contre ce rapport aujourd'hui. Eh bien, pourquoi? Parce que ce rapport s'invite par la porte arrière dans les élections américaines dont on va parler tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que aux États-Unis, il y a les États rouges républicains qui ont plus ou moins les mêmes conclusions que le rapport Cass. Et puis les États bleus, c'est-à-dire démocrates, où ces traitements sont tout à fait libres d'accès. D'ailleurs, l'état même du colistier de Harris, Tim Walz, son état est ce qu'on appelle un état sanctuaire. C'est-à-dire les enfants sont invités, les enfants d'autres états sont invités à y aller pour prendre ces traitements. Eh bien, je pense que c'est une grande question dans les élections américaines, mais aussi c'est une question pour nous parce que c'est une question, il y va de la science. Et il faut toujours que la science triomphe sur l'idéologie, surtout l'idéologie politique. Oui, en l'occurrence, bon, vous faites référence au wokisme, qui bien sûr est mis souvent et montré souvent en exemple par rapport à cette réflexion. Bon, merci à vous trois, les vraies voix. Merci pour votre retour, votre observation de l'actualité. À chaque fois, ça nous donne des idées de débat. Alors, notamment sur ce que vous venez d'affirmer, sur les soins d'affirmation de genre pour les enfants. Jérémy Stubbs, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais franchement, le thème reviendra, c'est sûr. Dans un instant, justement, un thème que nous avons choisi aujourd'hui. La vice-présidente Kamala Harris arrive désormais en tête des sondages américains avec une moyenne de 2,4 points d'avance sur Donald Trump. Un retournement de situation qui sanctionne un très efficace début de campagne pour celle qui pourrait devenir donc la première femme présidente des États-Unis. Dans un instant, nous vous posons la question. Hashtag Kamala Harris, une femme à la tête des États-Unis. C'est pour vous
nécessaire, 2, réconfortant, 3, symbolique, 4, sans intérêt. Histoire de jauger un petit peu par rapport à ce phénomène, à cet élément qui est primordial. Vous répondez sur le compte X de Sud Radio, vous nous appelez au 0800 26 300 300 pour participer au débat. Et Pierre Gerlin, professeur en études américaines à Paris, spécialiste de politique américaine, nous apportera son expertise. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Et c'est toujours un plaisir de partager avec vous sur Sud Radio ces moments, nos 3 vraies voix. Ce soir, 3 profils, 3 parcours, 3 opinions différentes et donc complémentaires. Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Corinne Tapiero, conseillère d'arrondissement Les Républicains à Paris, dans le 12e, et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Et puis Jérémy Stubbs, spécialiste du Royaume-Uni et directeur adjoint à la rédaction de Causeur. Ils sont prêts et vous êtes prêts, vous, auditeurs de Sud Radio, pour le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le monde occidental s'évertue à respecter l'égalité entre les femmes et les hommes. Beaucoup de forteresses masculines sont tombées depuis le début de notre siècle. Il en reste une, peut-être celle qui brille le plus, président de la première puissance mondiale. Kamala Harris s'impose de plus en plus dans la campagne pour la présidence et pourrait devenir cette première femme présidente des États-Unis d'Amérique. Aussi pour ce coup de projecteur, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio et aussi au 0826 300 300. Vous nous appelez, vous répondez. Une femme à la tête des États-Unis, c'est pour vous. Alors 4 options qui ont le mérite d'exister, qui valent ce qu'elles valent. Mais 1, pour vous, c'est nécessaire. 2, c'est réconfortant. 3, symbolique. 4, sans intérêt. Pour nous éclairer sur la vie américaine, Pierre Gerlin, professeur en études américaines à Paris et spécialiste de la politique américaine, est avec nous. Bonsoir Pierre Gerlin. Pierre Gerlin, vous nous entendez ? Tout à fait, bien. Oui. Parfait, merci. Bon, je citais, alors on a essayé de trouver quelques tendances. Bon, vous nous confirmez que dans les différentes analyses et études qui sont faites, la cote de Kamala Harris ne cesse de grimper. Est-ce que cet élément du fait qu'elle soit donc une femme et possiblement la première femme présidente des États-Unis est un facteur central de la mobilisation politique aux États-Unis? Alors, je ne crois pas que ce soit un facteur central, parce que s'il est tout à fait louable que des femmes arrivent à ces positions et à ces situations, et il y a toujours la question de quelles sont les idées politiques des femmes qui se retrouvent à la tête des hiérarchies politiques. Pour prendre le cas français, Lucie Castex et Marine Le Pen sont 2 femmes en politique qui n'ont pas du tout les mêmes idées. Donc, le fait qu'elles soient femmes est certes important parce que ça montre que l'égalité entre femmes et hommes est en train de faire des progrès, mais la question qui vient immédiatement en tête, c'est pour quelle politique ? Margaret Thatcher en Grande-Bretagne était une femme qui avait des idées très à droite, très conservatrices, et le fait qu'elle soit femme n'était qu'un facteur parmi d'autres. Alors, quand même, bon, peut-être un tour de table. Et puis, je reviens vous voir, Pierre Gerlin, mais vous, Corinne Tapiero, puisqu'on parle des femmes, ça évoque quelque chose pour vous de se dire, tiens, une femme présidente des États-Unis? Absolument rien. On infantilise les femmes. Et pire encore, on personnalise tellement les élections dans le monde entier aujourd'hui que le programme politique passe systématiquement au second plan. Honnêtement, moi je m'en fiche que ce soit une femme ou un homme. Pour le moment, à part la présenter un petit peu comme un produit marketing, parce que c'est ça, on ne l'a pas entendu sur les dossiers de fond, sur les grands sujets qui devraient animer cette campagne. Alors c'est peut-être un peu tôt, mais elle a quand même derrière elle 4 ans de vice-présidence. J'ai pas remarqué qu'elle avait été d'un apport exceptionnel en tant que femme ou en tant qu'ancien gouverneur, notamment dans sa gestion des migrants. Alors, vous allez avoir le sourire quand je vais vous donner le premier résultat de notre consultation sur le compte X de Sud Radio. Donc, j'ai volontairement pris 4 qualificatifs assez différents. Donc, vous dites une femme à la tête des États-Unis, c'est nécessaire. Vous dites oui à 4
Est-ce que c'est réconfortant? Donc réconfortant, ça veut dire que oui, en fait, ça permet d'avoir et des hommes et des femmes. Vous dites 2%. Est-ce que c'est symbolique? L'aspect symbolique, hein, c'est peut-être juste ça. 7%. Est-ce que c'est pour vous sans intérêt? 87%. Voilà, c'est exactement ce que vous venez de dire, Corinne Tapiro. Pour vous, je reviens vous voir, hein, Pierre Gerlin, mais pour vous, Abel Boilly, c'est quoi? Il y a quand même, alors allez peut-être un symbole, jusqu'au symbole, non? Je vais faire du Emmanuel Macron, je vais essayer de faire du en même temps, et je vais vous dire quelle est ma position. Il y en a qui vous diront que c'était peut-être nécessaire vu l'état de santé de Joe Biden, il y en a qui vous diront que c'était peut-être réconfortant pour s'opposer à Donald Trump, dont on connaît le caractère et le comportement. Il y en a qui vous diront que c'est symbolique parce que femme noire opposée à l'homme blanc, on sait très bien, c'est une histoire de casting. Alors j'ai volontairement pas évoqué l'origine parce qu'il y avait déjà eu Barack Obama. Oui, elle est métisse en plus. Non, mais je sais, elle est métisse, mais vous savez comment ça se passe. Et on sait très bien que dans le milieu anglo-saxon, je pense que vous le confirmerez, le casting est très important quand même, y compris aux politiques. Je ne dis pas qu'il n'est pas important en France, mais aux États-Unis, on est quand même spécialiste par rapport à ça et on voit tout à fait l'image. Moi, je m'inscris dans le sans-intérêt tout simplement. Pourquoi? D'accord. Je suis français. La France n'est pas le 51e État des États-Unis. Alors, ou 52 ou 52. Ouais, ou 52e, hein, pardon si je me trompe. Je vais suivre l'élection parce que je m'intéresse à la politique, mais la France n'est pas le faire-valoir des États-Unis. Quand il y a nos présidentielles à nous, je pense pas que ça fait la une de CNN, de CBS ou autre. Donc, je vais suivre, mais pour moi, c'est sans intérêt. Et comme ça vient d'être dit aussi tout à l'heure, l'important, c'est le programme. Moi, je ne le vois pas. On a un ensemble de choses, surtout qu'il y a la convention démocrate qui se finit ce soir, je crois. On va y venir, parce que vous comptez sur moi quand même. Bon, il y a l'aspect symbolique sur le fait que ce soit une femme, mais je vais pas vous parler sur la totalité de ça. J'ai posé cette question parce qu'elle était symbolique, mais on va s'intéresser justement au contenu dans un instant. Mais Pierre Gerlin, quand Abel Boilly dit le casting est important aux États-Unis, sur cette notion de casting de Kamala Harris, quel est le ressenti général? Alors, déjà, il faudrait dire que depuis les années 20, et notamment un livre écrit par le neveu de Freud, qui s'appelait Edward Bernays, Propagande, on sait très bien comment marche la publicité et la propagande. Donc, c'est valable dans le domaine commercial, c'est valable aussi dans le domaine politique. Les conventions sont une débauche de propagande. Et donc, c'est un show, que ce soit les républicains ou les démocrates, où on met en avant un certain nombre de choses pour Kamala Harris, ses identités, et on tait d'autres choses. Par exemple, dans le cas de Kamala Harris, elle s'est reniée sur l'assurance médicale universelle, elle s'est reniée sur le fracking, c'est-à-dire la fragmentation hydraulique. Elle s'apprête à suivre le programme des démocrates, c'est-à-dire donner carte blanche à l'extrême droite en Israël. Donc, ce sont des phénomènes importants qui sont occultés par un show, un grand spectacle qui est très très bien fait. C'est millimétré. Mais justement, qui dit spectacle dit casting. Son image, elle en joue. Pierre Gerlin, elle en joue de son image. C'est une femme. Elle en joue. C'est-à-dire si elle met en avant et les gens qui sont autour d'elle ses identités, c'est aussi pour ne pas parler d'autre chose. Elle refuse, par exemple, les entretiens avec les médias. Lorsqu'elle a été candidate il y a 4 ans, elle n'a gagné aucune primaire. Elle était considérée comme gaffeuse, vide, et les médias le disaient. Maintenant, il s'agit de s'opposer à Trump, qui est lui-même une catastrophe et un showman aussi. Et donc, on la met en avant en mettant en avant ses différentes identités. Oui, quand même. Alors, Jérémy Stubbs, j'aurais tendance à dire, et vous savez que j'adore votre britannicité, je me fais un néologisme. Vous, ça vous fait sourire parce qu'il y a eu cette fabuleuse reine, et puis vous avez eu Margaret Thatcher, vous avez eu très très tôt, avant tout le monde finalement, de grandes dirigeantes. Mais ça évoque quand même quelque chose. Les États-Unis, c'est la puissance numéro 1 au monde. Bien sûr. Il y a déjà eu une série à la télévision qui s'appelait Commandeur en chef
et c'était une femme qui était à la Maison Blanche. La série n'était pas très très bonne, mais il est vrai que en tant qu'étape pour les femmes, présidence des États-Unis, c'est quand même quelque chose. Kamala Harris, elle joue un petit peu sur son statut de femme parce que une de ses grandes causes, c'est l'avortement. Donc elle peut dire, moi en tant que femme, je peux comprendre un peu mieux la volonté des femmes d'être libres de leur corps. Donc il y a ça. Mais il y a des hommes qui sont évidemment bien sûr ça aussi. Mais elle, évidemment, elle joue un peu là-dessus. Ça fait un peu partie de son rôle. Mais comme nous l'entendions tout à l'heure, je ne crois pas qu'elle soit de la trempe de Margaret Thatcher ou de Golda Meir ou des grandes femmes politiques qu'on a vues dans le passé. Je pense que en tant que symbole, je crains qu'elle ne soit pas le meilleur symbole à la fin. Oui, mais alors justement, Corinne Tapiro, pardon. Moi, je pense qu'elle est très surcotée par tout le show qu'il y a autour de sa candidate, sa personnalité, ce qu'on en a fait, on l'a relooké, on l'a réhabillé. Enfin, c'est un produit. Mais ça, c'est pour chaque candidat, ça. Oui, mais enfin, là, c'est vraiment. Vous vous souvenez François Hollande, Oui, François Hollande qui avait fait un régime, je sais, avant les croissants, dans l'épisode des croissants. Oui, après, c'est. Mais non, mais d'accord, mais là, on nous survend. Et je veux revenir sur ce qu'a dit Abel tout à l'heure. Moi, je suis effarée du temps d'antenne qui est consacré à cette élection américaine déjà. Alors qu'on n'est pas encore dedans, c'est incroyable. On a couvert les dernières présidentielles américaines comme si mieux que ce qu'on a couvert la présidentielle française. Parce qu'il y a un événement qui a été ce passage à témoin. Finalement, c'est pas un passage à témoin. Oui, mais Pierre Gerlin, c'est aussi ce retournement de situation au moment où le président Joe Biden dit I drop out, c'est-à-dire j'arrête finalement. C'est ça qui aussi fait l'effet boule de neige. Alors, il est important quand même de dire que Biden a été poussé dehors, il a été congédié après son débat catastrophique avec Trump. Il a dit juste avant que seul Dieu pourrait le faire renoncer. Et en fait, Nancy Pelosi était plus forte que Dieu. Elle a réussi, avec Obama, à le faire renoncer. Parce qu'effectivement, il donnait une image catastrophique. Et donc, à partir de là, tous les médias dominants se sont mis derrière la candidature de Kamala Harris et la divinisent, en ne parlant pas des aspects problématiques de sa carrière et de ce qu'il disait auparavant. Donc, c'est une situation médiatique assez connue. Les médias comme le New York Times, Washington Post, MSNBC, les télés, sont totalement partisans. Ils ne sont pas du tout dans une optique on cherche à comprendre, voir quels sont les programmes, et quelles sont les idées, qu'est-ce qui va se passer. On est dans le flou, et du côté de Trump, c'est évidemment la même chose. Oui, mais voilà, c'est ça, Pierre Gerlin, c'est-à-dire que programme contre programme, finalement, vous êtes en train de nous dire qu'il faudra trouver le moins pire, c'est ça? Alors, beaucoup de gens vont voter pour Kamala Harris. Bon, parmi mes collègues et copains, il y en a un certain nombre qui sont absolument effarés par la situation à Gaza, mais se disent... elle ne va pas changer ça, mais sur d'autres plans, notamment l'avortement, c'est moins grave que Trump, et donc c'est un vote par défaut. Ils considèrent, pour un certain nombre d'entre eux, que c'est une mauvaise candidate, et la candidate du système, mais qu'en face, il y a pire. Et donc, au nom du pire, ils s'apprêtent à voter pour elle. Ouais. Sur l'aspect mauvaise candidate, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de bon candidat aussi à Belboyi, donc faut peut-être aussi lui laisser sa chance à Kamala Harris. Oui, mais comme ça a été dit, c'est tellement surjoué. On a le déploiement. Même si la convention est à Chicago, mais on a le déploiement d'un film hollywoodien, on a eu droit aux larmes de Joe Biden, on a eu droit à Steve Kerr, le coach NBA des Golden State Warriors, on a eu droit à tout ça. Effectivement, il y avait personne d'autre. Et il y a une chose qu'il faut aussi rappeler, c'est que initialement, quand Joe Biden se lance à la conquête de la Maison Blanche, il devait faire un seul mandat et ensuite passer la main à Kamala Harris. Ensuite, comme beaucoup, il a pris goût au pouvoir et puis cette idée de réaffronter Donald Trump faisant son chemin, il avait décidé en fait de se représenter pour un deuxième mandat. Donc les experts savent que Kamala Harris l'a eu en travers de la gorge pendant un petit moment. Donc là, Joe Biden a été dégagé pour rester poli. C'était la seule qui était là. Tout le monde s'est mis derrière, mais
Je vous dis, il y a une sorte en tout cas de mon côté, il y a une overdose, quoi. Je suis pas américain. Acte. Mais alors, c'est intéressant. Ok, les vraies voix. Ok, Pierre Gerlin aussi. Vous nous dites, ça vaut pas tout ça, ça vaut pas tout ça. Sauf qu'il se passe tout ça. Corinne Tapireau, finalement, qu'est-ce qu'on retient? Et je reviens à ma question du début. C'est qu'il y a un côté magique du fait d'avoir, qu'on le veuille ou non, une femme qui peut être présidente de la République des États-Unis, finalement, en enlevant tout ça. Soyez honnête. Je suis parfaitement honnête, c'est complètement ridicule. On s'en fiche. Ça n'a pas d'intérêt qu'elle soit une femme. C'est pas ça qui est important. C'est ce qu'elle va mettre en place, ce qu'elle va dégager de sa personnalité et du charisme qu'elle peut réellement proposer sur les vrais sujets de fond. Parce que là, pour le moment, c'est joli, c'est avant tout ça, mais comment dit l'expression française, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Eh bien, nous ne sommes pas encore au pied du mur, et j'ai bien peur que le mur ne soit pas droit. Jérémy Stubbs, quand même, ce qui fascine, on se souvient de l'élection de Barack Obama, tout le monde a dit c'est le premier président des États-Unis de couleur. Tout cela, ça marque, qu'on le veuille ou non. J'entends bien Corinne Tapireau, qui en tant que femme en plus dit à juste titre, arrêtez de nous embêter, on n'est pas avant tout des femmes, on est avant tout des gens de qualité ou pas. J'entends bien ce message, et Corinne, bien sûr, mais qu'on le veuille ou non, la sphère médiatique, Jérémy Stubbs, elle dit ça. Oui, mais il faut se rappeler qu'après 2 mandats, le bilan de Barack Obama, en termes pratiques, ce n'était pas extraordinaire. C'était pas le pire des présidents. Après... Oui, si on va chercher qui est le pire, il y a sans doute de la concurrence, mais on l'avait accueilli un peu comme le Messie qui devait venir, et puis Nobel de la paix. Je peux dire que ça a un peu fait pchit, comme on dit. Et au moins, Joe Biden, quand il est arrivé, il était âgé, mais il avait une très longue expérience, il avait une bonne connaissance de la géopolitique. Kamala Harris, qu'est-ce qu'elle a ? Je ne vois pas vraiment de grands avantages. C'est comme l'empereur Claude. Il est devenu empereur parce que on avait assassiné les autres et quelqu'un l'avait trouvé qui se cachait derrière un rideau. J'ai l'impression que Kamala Harris c'est l'empereur Claude des États-Unis. Bon, en plus Claude est un pronom asexué, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Bien Claude, sûr. Voilà ça. Alors pour vous, Pierre Gerlin, pour conclure, la tendance en un mot, rapidement, c'est quand même Kamala Harris qui est favorite, on est d'accord? Oui, c'est Kamala Harris qui est favorite, mais ce qui est important de dire quand même, c'est que dans le système politique américain, et c'est vrai d'autres pays, il faut s'interroger pour savoir qui gouverne effectivement. Il y a un système de lobby, un complexe militaro-industriel qui exerce une pression très très forte. Et donc l'identité du président, elle est relativement secondaire, même pour Obama, qui ne voulait pas relancer les guerres. Il a été contraint par son complexe militaro-industriel à envoyer des troupes en Afghanistan qui n'ont pas changé la situation. Donc ces forces, ces différents lobbies déterminent en grande partie la politique américaine, mais on se focalise sur des personnalités comme si ces personnalités étaient des décideurs ou des quasi-dictateurs. Et effectivement, vu comme ça, bien sûr, ça réduit. Bon, merci beaucoup pour votre éclairage, Pierre Gerlin. C'est passionnant, on serait resté des heures, même si vous dites que si. Moi aussi, je trouve ça quand même, et tout le monde suit ça. Merci les vraies voix ce soir. Merci Abel Boilly, Corinne Tapireau et Jérémy Stubbs. Dans un instant, les infos, bien sûr. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.